Bonjour à tous. Du coup, on m'a chargé de vous parler de l'activité physique lors des exacerbations à partir de la question: doit-on arrêter systématiquement l'activité physique lors de ces exacerbations? Rapidement, le plan de la présentation, du coup, on va redéfinir l'activité physique, les exacerbations, et on va évidemment parler de l'activité physique pendant ces exacerbations, les freins et les leviers. Donc, l'activité physique. L'activité physique est définie par l'OMS comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique. L'OMS fait aussi quelques recommandations. Donc, pour les enfants, 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue, principalement en endurance, associée à 3 fois par semaine un renforcement du système musculaire par des intensités plus soutenues. Pour les adultes, elle parle de 2h30 d'activité par semaine, modérée et soutenue, ou 75 minutes d'activité plus soutenue. Toutes ces recommandations, vous pouvez les retrouver sur le lien que je vous ai mis en dessous. Mais comme vous voyez, elles restent assez vagues. Donc, l'activité physique, ça comprend les activités sportives, évidemment, mais aussi les activités de la vie courante, donc le déplacement, le travail, les tâches ménagères, les loisirs. Et les Parisiens l'ont bien compris. Et si vous voyez les Parisiens courir dans le métro, ce n'est pas qu'ils sont stressés, évidemment, c'est qu'ils s'entraînent. Donc, quel est l'intérêt de cette activité physique dans la mucoviscidose? Il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Tout ça est déjà très bien connu, mais je vous rappelle rapidement les grands principes. Donc, sur le plan pulmonaire, l'amélioration de la capacité aérobique, l'amélioration des échanges gazeux, le ralentissement du déclin du VMS, l'amélioration de la bronchospasticité, d'une certaine forme de bronchospasticité, bronchique en tout cas. Tout ça participe à l'amélioration de la dyspnée. Au niveau du drainage bronchique, il y a une meilleure mobilisation des volumes, une meilleure mobilisation du mucus, et également l'activité physique agit directement sur le plan ionique par rétablissement de l'équilibre ionique. L'amélioration de la mobilité thoracique, évidemment, avec la mobilisation, la souplesse, le renforcement, tous ces aspects qui participent à l'amélioration du plan pulmonaire. L'amélioration sur le plan musculaire, qu'est-ce qu'on a? Le renforcement des muscles squelettiques, le renforcement des muscles respiratoires, les deux interagissant entre eux, comme l'a montré Duncan. Donc, ce renforcement, il serait effectif en force et en endurance. Et tout ça participe à l'amélioration de la tolérance à l'effort, de la capacité respiratoire et de la dyspnée. Donc, ça interagit également avec le plan pulmonaire. Les autres intérêts, on a sur le plan nutritionnel, avec une prise de poids, prise de masse maigre, l'amélioration du profil glycémique, l'amélioration de l'appétit et de l'hydratation. Enfin, sur les autres plans, on a l'amélioration du capital osseux, de la qualité du sommeil, les bienfaits psychologiques, la diminution de l'inflammation systémique, et des études récentes montrent que ça peut aussi avoir un impact sur la cognition, même chez les patients atteints de mucoviscidose. Bon, pour résumer, tout cela participe à l'amélioration de la qualité de vie et de l'espérance de vie, qui sont quand même des points majeurs pour le patient. Les recommandations en mucoviscidose, du coup, j'ai repris celles faites par le PNDS, donc le Protocole national de diagnostic et de soins en 2017, qui préconise 20 à 40 minutes, 3 fois par semaine, d'intensité modérée à soutenue, en respectant la saturation et la fréquence cardiaque cible, en aérobie et en résistance, associée à une prise en charge posturale et métabolique, et surtout en essayant de garder du plaisir, des jeux ludiques pour les enfants, mais en fait, on se rend compte rapidement que c'est aussi le cas pour les adultes. Je voulais vous mettre ça pour vous montrer surtout que, en fait, c'est à peu près, c'est pas si loin de celle de la population générale pour les patients atteints de mucoviscidose. Donc,
voilà, le sport dans la muco, c'est important. Les exacerbations. Qu'est-ce que c'est les exacerbations? Donc, je vous ai remis la définition ici. Donc, une modification, une détérioration, une modification aiguë des signes cliniques sur un état stable. Donc, c'est à la fois la détérioration de l'état général et de l'état respiratoire. Mais donc, on voit tout de suite que cette définition, elle prend en compte la diminution de l'activité. Je vais mis rapidement les traitements, donc la majoration des soins de kiné, d'aérosol, la cure antibiotique, Péros, IV, les autres médicaments ajoutés, tels que les corticoïdes ou les anti-allergiques, pour citer juste cela. La prise en charge nutritionnelle et la prise en charge psychosociale. Donc, on voit que c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Quelles sont les conséquences de ces exacerbations, du coup, pour les patients? Détérioration de l'encombrement, on en a déjà parlé, quantité, couleur, purulence, dégradation de l'état nutritionnel, perte d'appétit, déséquilibre glycémique, perte de poids. On peut associer aussi la déshydratation. La majoration de l'essoufflement par majoration de l'hyperinflation à la fois statique et dynamique et la majoration du travail des muscles respiratoires. Les infections, enfin le niveau infectieux et inflammatoire avec fièvre, fatigue, asthénie. La fonte musculaire, diminution de la masse, diminution de la force. Et les douleurs thoraciques et musculaires qui peuvent être associées et le syndrome anxio-dépressif qui peut être majoré, enfin les symptômes qui peuvent être majorés en tout cas. Voilà, mais les traitements ont également des conséquences pour les patients avec une gêne fonctionnelle par le diffuseur antibiotique, le PICC line, le midline, le pack piqué. Tout ça sont des choses qui gênent fonctionnellement le patient. L'alimentation peut aussi gêner le patient. La gastrostomie qui peut être mise en place, la sonde. Enfin, voilà, il y a les supplémentations d'alimentation sont gênants et contraignants. On peut associer à ça le mal-être général pendant la cure, donc la nausée, les malaises, la fatigue, les réactions allergiques, les douleurs tendineuses, articulaires, notamment avec le Ciflox, et le problème lié aux corticoïdes avec le déséquilibre diabétique et la fonte musculaire. Donc, si je vous ai mis ces deux diapos, c'est aussi pour vous montrer que, en fait, une partie de ces conséquences sont prises en charge, entre guillemets, par l'activité physique. Donc, c'est là où je vous ai mis les petits signes validés. C'est pour vous dire que voilà, ça, c'est des choses où l'activité physique intervient et aide. Voilà. Donc, faut-il systématiquement arrêter l'activité physique lors des exacerbations? Évidemment, la réponse est non. On a vu que ça a aidé à gérer ces exacerbations. Ça va aussi aider pour la récupération. Et il y a peu de risques qui sont décrits par la littérature avec moins d'1% d'effets indésirables. Le PNDS préconise d'ailleurs de continuer, mais d'adapter. Le problème, c'est que dans les faits, il y a une sédentarisation importante des patients pendant les exacerbations, que ce soit en hospitalisation et à domicile. C'est Kiroya qui l'a montré en 2015. Donc, ça va participer à un déconditionnement après l'exacerbation. Et on voit malheureusement que ce phénomène est quand même plus important chez la femme. Donc, il y a plusieurs moyens de les évaluer, mais je vous ai mis deux échelles quand même qui permettent un peu d'évaluer l'activité physique de ces patients qu'on peut mettre en place pendant les exacerbations. Donc, il y a l'échelle questionnaire de Beck qui est adaptée en français par l'AQAP et l'autre échelle habituelle, Activity Estimation Squall. Le résultat, c'est qu'un quart des patients en exacerbation ne récupèrent pas leur fonction respiratoire de base et tout l'enjeu est là quand même. Ceci est majoré par
évidemment celui dont on ne doit plus prononcer le nom quand même, où on voit quand même que depuis la crise sanitaire, 45% des patients font moins d'activité physique. Donc voilà, encore une répercussion. L'activité physique pendant l'exacerbation, du coup, quelles sont les vraies questions à se poser? C'est quels sont les freins, comment adapter et quand arrêter? Les freins. Les freins, évidemment, c'est plus difficile pour les patients. Il y a la toux, l'expectoration, la tolérance à l'effort, on a vu tout ça. Mais c'est quand même pas la seule chose. La contrainte de la cure en elle-même, avec le poids du traitement, Kiner a montré qu'il y avait entre 5 et 6 heures de soins pour les patients en cure antibiotique. Donc, ça rajoute beaucoup de temps par rapport aux 1 ou 2 heures de soins quotidiens en temps normal. La logistique des antibiotiques, le continu, le discontinu, les passages infirmiers, la gêne fonctionnelle du PAC, du MIT, du PIC, la fatigue, la nausée, tout ça on a vu, mais voilà, ça participe à la contrainte générale de la cure. Et il y a également, évidemment, la perte de motivation avec la conséquence psychologique sur l'humeur de la cure, la dévalorisation, l'échec, ne pas réussir à faire les mêmes choses que d'habitude, ne pas réussir à suivre les camarades qu'on suit d'habitude quand on va courir avec des amis, par exemple. Et également, à ne pas oublier la gêne sociale de plus tousser, plus cracher. Et en salle de sport, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Et encore une fois, c'est d'autant plus compliqué en ce moment où voilà, c'est quand même assez mal vu, tout ça. On peut aussi ajouter tout simplement la flemme quoi, de faire de l'activité physique quand on est en exacerbation. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'être hospitalisés un peu, mais voilà, on n'a quand même pas du tout envie de bouger quand on est hospitalisé. Et le kiné ou l'APA qui vient nous dire de faire du sport, il nous embête plus qu'autre chose. Donc voilà. La cure à domicile ou cure à l'hôpital pendant les exacerbations, alors il y a les pour et les contre. À l'hôpital, l'avantage, c'est l'encadrement, la structure qui est adaptée, l'adaptation régulière qu'on peut faire du programme, le repos, le suivi nutritionnel qui peut être bien mis en place et le temps qui est dédié. À la maison, les avantages, c'est qu'on peut garder l'activité quotidienne, le rythme quotidien, le cadre quotidien, et tout ça, ça participe au maintien de cette activité physique. La motivation, et je vous ai mis même l'alimentation en point d'interrogation parce qu'il y a quand même beaucoup de patients qui disent que c'est un peu compliqué l'alimentation à l'hôpital. Au final, il y a quand même un léger bénéfice selon l'étude pour les cures à l'hôpital. Donc, comment adapter? On parle souvent du principe de FIT, donc adapter en fréquence, en intensité, en durée et en type d'activité. Donc, adaptation fit, intensité, respecter la dyspnée, la saturation, respecter la fréquence cardiaque, respecter la fatigue, la douleur. Donc, grosso modo, diminuer l'intensité, voilà, la durée, moins longtemps, plus de temps de pause. Surtout, faire bien attention à conserver l'état nutritionnel. C'est très important, surtout dans les efforts longs. Les types d'activités, les deux, c'est mieux. S'il faut en faire qu'un, l'endurance est primordiale. On a vu qu'il fallait quand même faire attention à l'état nutritionnel. Et la fréquence, essayer de la conserver au maximum, l'adapter si nécessaire, mais ce qui est important, c'est de réussir à garder un rythme pour le patient pour qu'il puisse continuer à faire régulièrement une activité, même de faible intensité. Les autres adaptations, c'est l'adaptation des soins pour les séances, la kiné, les aérosols. Essayer de faire ça en fonction de la séance. Donc, bien faire ses kinés avant, faire ses bons codélatateurs avant, gérer le timing pour que ça soit bénéfique pour la séance. L'adaptation de la surveillance, plein de choses qu'on peut surveiller, la saturation, la fréquence cardiaque, la surveillance glycémique, c'est très important, les gaz du sang pour les patients très sévères. Mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas mesurables, mais qu'on peut voir sur le patient, avec le patient, donc les signes d'hypoxie, d'hypercapnie, la dyspnée. Donc voilà, on peut faire plein de choses sans mesurer aussi. Donc l'adaptation des aides techniques aussi est très importante avec l'adaptation évidemment de la supplémentation en E2
et également de la VNI. Et on peut faire du sport, on peut faire du sport aux patients avec la VNI. J'espère que Yann vous en parlera juste après. L'adaptation nutritionnelle et l'hydratation, donc la quantité, la composition est pareil que pour les soins, le timing. Et l'adaptation de l'emploi du temps, soins, antibiotiques, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, garder un cadre pour mettre en place l'activité physique. Je vous ai remis rapidement les signes d'hypoxie et d'hypercapnie. Du coup, l'adaptation, la dernière chose, c'est l'adaptation des objectifs. La valorisation, éviter la mise en échec, éviter la comparaison par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et surtout, essayer de rester positif, de voir les bonnes choses, de voir la progression plus que la comparaison. La mesure des résultats, il y a plein de choses là-dessus, il y a plein de façons de le faire différentes. On peut mesurer la capacité aérobie, la capacité anaérobie. La Disney, je vous ai également mis les échelles de symptômes parce que c'est un point important pendant la cure de pouvoir dire qu'au moins cette activité physique, elle m'aide pour gérer mes symptômes. Donc, ça peut être une idée pour évaluer le résultat de cette activité physique. Donc, le but, c'est d'objectiver la progression et de pouvoir adapter le programme en fonction. Le rôle des soignants et de l'entourage dans tout ça. Donc, les soignants et l'entourage, c'est des personnes très importantes pendant ces phases d'exacerbation. Ils permettent l'encadrement, la surveillance, l'adaptation, que ce soit à l'hôpital, au CRCM, les libéraux, les professionnels libéraux ont un grand rôle à jouer là-dedans aussi, dans la motivation, le soutien, la valorisation et, encore une fois, un point très important, le plaisir. Je voulais rapidement vous parler de ces êtres remarquables que sont les APA qui aident les patients quotidiennement dans ces démarches, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à domicile, voilà, pour essayer d'adapter justement au mieux cette activité physique, notamment pendant les exacerbations. Les nouveaux outils peuvent être des atouts majeurs aussi pour permettre de bien adapter cette activité physique. Les objets connectés qui permettent aux patients de mieux s'évaluer, de mieux pouvoir savoir où ils en sont. Les applications, je crois qu'on en a tous fait l'expérience pendant le confinement, que ça peut être un outil remarquable pour aider à la motivation en tout cas. Les téléconsultations, les enseignants d'activité physique adaptée, donc les APA, ont réussi à mettre vraiment ça en place pendant les confinements avec les patients pour pouvoir continuer à les motiver et à adapter avec eux leur activité physique. Donc, la dernière question qui nous restait, c'était quand arrêter? Les contre-indications. Pneumothorax, hémoptysie, évidemment, douleur thoracique, douleur musculaire, la détresse respiratoire, l'hypoxie, l'hypercapnie non contrôlée et l'état nutritionnel très dégradé. C'est des contre-indications sur le papier, mais ça demande surtout un avis médical. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout faire de sport, mais évidemment, il faut voir ça un peu avec les médecins. Quand arrêter, du coup, certainement la phase aiguë de l'exacerbation, où à la limite, c'est un peu compliqué à dire, mais voilà, déjà, la gestion de la fièvre, de la désaturation, bon, c'est un peu à voir avec le médecin, mais il faut peut-être laisser passer une phase très, très, très aiguë, mais surtout redémarrer au plus vite. Je vous ai rappelé aussi que, évidemment, en pré-greffe, non, on n'arrête pas. Il y a plein d'études qui montrent que c'est essentiel, que ça joue un rôle essentiel pour le post-greffe. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Oui, évidemment, poursuivre l'activité physique pendant les exacerbations, l'adapter. Il y a très peu de contre-indications. La motivation et la contrainte à la cure sont des freins majeurs, peut-être plus que la difficulté en soi pour le patient de pratiquer l'activité physique. Le rôle des soignants et de l'entourage dans tout ça, et également le rôle des outils. L'objectif principal étant de
pour le patient de garder du plaisir à faire cette activité physique. Je vous remercie de votre attention et vive le sport.